On a eu des entreprises qui ont levé plus de 100 millions de dollars, qui ont eu plus de mal derrière à déployer. Donc, en fait, c'est une étape, mais qui ne présage en rien du futur de l'entreprise ou pas. La réalité, c'est que ce sur quoi l'entrepreneur doit se concentrer, c'est vraiment sur ses opérations du quotidien. Petit tips, c'est que l'argent, on n'est pas obligé de la dépenser. Ouais. C'est pas parce qu'on a levé 5 millions qu'on doit Donc, dépenser les tu 5 lèves millions. l'argent, tu ne peux pas dépenser. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Sur les recrutements, rater ces recrutements, je dois recruter un country manager parce que je lance un nouveau pays. Ce country manager-là, bah, quand je le recrute, potentiellement, il me dira, ouais, je l'ai trouvé, il me faut 3 mois de préavis. Ok, j'ai mis 3 mois pour le recruter. Quand il rejoint mon entreprise, j'ai besoin de 6 mois pour le tester. Donc, je suis déjà à 9 mois. Quand ce test ne marche pas, j'ai besoin de 3 mois pour recruter son remplaçant. J'ai déjà perdu 12 mois dans mon déploiement sur un nouveau pays qui potentiellement était stratégique, etc. C'est vraiment cette partie-là où il faut rechercher l'excellence sur un point. L'erreur qu'il faut faire, c'est de chercher cette personne qui coche toutes les cases, mais plutôt de leverager sur un point fort. De dire que moi, pour lancer mon pays, voici le point fort que je cherche. C'est ce point-là, ce point fort-là. Une fois que je l'ai, je peux faire du compromis sur le reste. Et il me faut une personne qui soit exceptionnelle sur ce point défini-là. Même s'il est moyen sur le reste ou même médiocre sur le reste, moi, je veux qu'il soit exceptionnel sur ce point-là. Bonjour et bienvenue dans le Terrain Parle. Je suis Raoult Aminou, fondatrice d'Entourage. Entourage, c'est une plateforme qui démocratise l'accès à des experts de premier plan en Afrique et dans la diaspora pour permettre aux entrepreneurs et aux professionnels de prendre de meilleures décisions plus vite et avec de meilleures informations. Le Terrain Parle, c'est quoi? C'est une émission où l'on prend le temps de décrypter des problématiques clés qui traversent les secteurs stratégiques en Afrique à partir de l'expérience de nos experts et des réalités opérationnelles. Aujourd'hui, lever des fonds est souvent présenté comme l'aboutissement ultime du parcours entrepreneurial en Afrique. Une étape décisive, une forme de consécration. Mais sur le terrain, la réalité est souvent plus complexe. Beaucoup de startups africaines parviennent à lever des fonds et pourtant, une grande partie d'entre elles plafonnent, ralentissent ou disparaissent quelques mois ou quelques années plus tard. Alors, une question se pose. Pourquoi tant de projets prometteurs n'arrivent-ils pas à passer à l'échelle après une levée de fonds? C'est précisément ce que nous allons décrypter aujourd'hui dans le Terrain Parle. Et pour ce premier épisode, nous recevons Samba Lo, entrepreneur et fondateur de Socium, une startup RH qui réinvente la gestion du capital humain en Afrique. Après un parcours en data science et finance au sein de grandes institutions internationales, Samba a fait le choix de quitter les sentiers balisés pour s'attaquer à un enjeu structurant. Comment construire des solutions technologiques africaines capables de scaler durablement sur le continent? En 2024, Socium a levé 5 millions de dollars pour accélérer son expansion panafricaine avec des équipes aujourd'hui réparties en Dakar, Abidjan et Douala. Dans cet échange, il ne s'agira pas de raconter une success story. Il s'agira de parler du terrain, de ce que la levée de fonds change réellement, de ce qui bloque après, et de ce que l'on ne nous dit pas assez sur la phase de scaling des startups en Afrique. Samba, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour Samba. Bonjour Odette. Parfait. Avant de démarrer avec les questions, je voudrais d'abord que tu poses le cadre de cette problématique. Lever des fonds et scaler une startup en Afrique. Pourquoi tant de projets prometteurs plafonnent après la levée de fonds? J'aimerais savoir comment toi, depuis le terrain, tu lis cette problématique aujourd'hui et ce que les chiffres, ton expérience et la réalité te montrent au-delà des discours narratifs dominants. Mhm. Merci beaucoup Rodette pour cette introduction. Juste en fait, il y a une réalité qui est là, c'est que plein de projets s'arrêtent à plusieurs étapes. Ça peut être au début à l'initialisation, à la conquête du marché, mais là on va s'intéresser plutôt à ce qui se passe après la levée de fonds. Donc souvent quand on monte une entreprise, c'est un challenge pour différentes raisons de pouvoir financer cette entreprise-là et de pouvoir financer sa croissance. Donc avoir des expectations de croissance assez agressives dans le futur. Et cette partie-là, c'est une grande muraille à franchir. Et dans ce parcours d'affranchissement-là, il y a plein de gens qui vont y arriver, quelques personnes qui vont y arriver, mais beaucoup qui vont échouer. Et ça se passe à toutes les étapes d'une entreprise, que ce soit, comme je le disais au début, comme durant ces étapes-là. En fait, ce qui est difficile dans nos régions, c'est que souvent, on va demander à un entrepreneur de pouvoir montrer de très grosses croissances après sa levée de fonds, donc d'avoir une structure de revenus avec un très haut niveau de croissance dans des marchés qui des fois sont assez limités et assez morcelés. Donc, ce qui fait que, par exemple, souvent, quand j'ai un business qui marche dans une ville A ou même dans un pays A, c'est très dur de la répliquer dans un pays B pour différentes raisons. Et même quand je dois la répliquer, je vais faire face à beaucoup d'obstacles opérationnels, d'obstacles liés à la régulation, qui font que potentiellement cet effet de scale est moins rapide.
et naturellement, ça impacte mon business, sachant que j'ai déjà entamé de gros investissements en termes de croissance que j'arrive pas forcément à amortir, donc je mets à risque un peu l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment les enjeux sur lesquels les entrepreneurs font face au quotidien. Tout à fait. Donc, justement, quand on parle de lever des fonds et scaler une startup en Afrique, la levée de fonds, c'est pas le fait de réussir à lever de fonds, c'est pas la fin, c'est pas la victoire, en fait. C'est peut-être là que les problèmes commencent. C'est ce que tu es en train de dire, en fait. Ouais, en fait, je pense, bon, souvent c'est une étape hein, qui est même pas une étape nécessaire, c'est une étape qui, en fonction de la structure d'entreprise qu'on a envie de mettre en place, peut être intéressante ou pas. Vraiment en fonction de comment on a envie de construire notre entreprise, de l'histoire qu'on a envie de mettre en place, de la vélocité avec laquelle on a envie de mettre ça en place. En fait, cette étape de levée de fonds peut être nécessaire ou pas du tout. Mais ça reste une étape et ça ne veut pas, ça ne présage en rien sur le fait que l'entreprise va réussir dans le futur ou pas, quelle que soit la taille de la levée de fonds que cette entreprise a faite. On a eu des entreprises qui ont levé plus de 100 millions de dollars, qui ont eu plus de mal derrière à déployer. Donc, en fait, c'est une étape, mais qui ne présage en rien du futur de l'entreprise ou pas. La réalité, c'est que ce sur quoi l'entrepreneur doit se concentrer, c'est vraiment sur ses opérations du quotidien. Ok, j'ai du cash. Ok, je suis capable d'investir. Donc ça, c'est très bien. Mais ce qui fait tourner une boîte, c'est que la pérennise et ce qui lui permet d'être rentable dans le temps, c'est vraiment l'opération du quotidien. Et c'est important que l'entrepreneur n'ait pas ce défocus qui peut aussi être lié effectivement à cette volonté d'investissement massif, mais garde la tête en tout cas sur terre et comprenne que l'essentiel de son côté, c'est vraiment les opérations du quotidien. Mais justement, en parlant d'opérations du quotidien, qu'est-ce qui change concrètement le lendemain de la levée? Ok, tu as levé 5 millions de dollars, par exemple, Samba. Le jour J plus 1, Hmm. qu'est-ce qui change concrètement en termes d'opération? Ou même dans la tête du fondateur? Ouais. Ouais, dans la tête du fondateur, en fait, une fois qu'on a levé, souvent on n'a même pas le temps de profiter de cette étape qui est un milestone qui est accompli parce que derrière, il y a beaucoup d'enjeux qui arrivent. L'un des principaux enjeux qui arrivent, c'est qu'il faut faire de la croissance. Pour faire de la croissance, il faut potentiellement commencer à recruter des gens qui vont nous aider à faire cette croissance-là. Il faut commencer à investir dans des verticales sur lesquelles on n'investissait pas initialement parce que on n'avait pas assez de moyens de le faire. Il faut commencer à tester des choses qui peuvent créer du revenu, etc. Donc, c'est vraiment ça l'enjeu. C'est qu'une fois qu'on clôture cette levée de fonds, automatiquement, on enchaîne sur un nouveau monde. Et c'est le monde où on doit prévoir cette rentabilité future, cette croissance future. Et c'est vraiment à ce niveau-là qu'il y a un point critique parce que c'est là où on peut faire des erreurs qui vont derrière impacter la boîte, peut-être pas sur l'année, mais sur les 24 prochains mois. Et c'est là où il faut faire preuve souvent on va dire, d'esprit critique par rapport au feedback qu'on reçoit. Et Ah, souvent, comme on le dit, gérer la boîte comme un bon père de famille. comme un bon père de famille. Et quand on n'a pas cette expérience-là, justement, pour gérer la boîte, comme un bon père de famille. Ouais, bah, ce qui se passe, t'as raison, hein. Quand on n'a pas cette expérience, ce qui se passe, c'est qu'on fait les mêmes erreurs que tout le monde. Ouais. Donc, ça veut dire qu'initialement, on va investir. On va investir et la première investissement qu'on va faire parce que bon, on a tous galéré, c'était dur, on a fait des choses de manière artisanale, on a fait des choses avec très peu de moyens. Là, on veut faire pousser les choses à l'échelle et souvent on va recruter pour ça. Donc on va commencer à staffer l'équipe. On va passer d'une équipe qui faisait peut-être 20 collaborateurs à une équipe qui passe à 60 collaborateurs en se disant que oui, on a besoin de ci, on a besoin de ça, etc. Donc souvent, c'est ce type d'investissement qu'on fait en se disant, OK, c'est normal, je vais lever des fonds, du coup, faut que je fasse ça. Et en fait, là, on est en train juste de faire une chose, c'est d'alourdir la structure de l'entreprise. En fait, qu'est-ce que ça implique d'alourdir la structure de l'entreprise? Ça veut dire que finalement, les choses qui se traitaient de manière hyper simple quand on était 20 se passent un peu plus difficilement. Donc, le processus est plus difficile. Les commerciaux que je viens de rajouter en pensant qu'ils vont me faire du chiffre d'affaires tout de suite, en fait, ils vont avoir un ramp-up et ils vont être efficaces que dans 6 mois. Donc, pendant 6 mois, je vais perdre de l'argent dessus. En fait, comme j'avais recruté des commerciaux, j'avais prévu une équipe de support qui vient derrière accompagner les deals sont censés signer. Mais ces deals ne viennent pas. Du coup, je perds sur l'équipe support. Derrière, j'avais commencé à staffer sur le produit, etc. Et finalement, je me rends compte qu'au fur et à mesure que j'avance, je crée de l'inefficience dans mon organisation. Et cette inefficience-là, au bout de 6 mois, ça crée du stress dans l'institution parce que finalement, bon, on se rend compte que tout ce qu'on voulait faire, on l'a pas vraiment déployé. Et ce stress-là, c'est quelque chose qui commence à impacter la croissance que je vais faire dans le futur. Parce que finalement, j'ai pour commencer à réfléchir en me disant, ouais, là, j'ai déjà perdu du temps, est-ce que je dois faire ci, etc. Et je me mets dans un mood déjà assez négatif dans la manière avec laquelle je vais déployer. Parce que initialement, j'ai investi trop à des moments qui n'étaient pas opportuns. Et au moment opportun où il faut investir, bah là, je suis un peu plus sur la réserve parce que finalement, cet échec initial
va mettre un petit coup de frein, ce qui est totalement légitime. Donc, c'est pour ça, l'investissement initial qu'on va faire, pas besoin que ce soit agressif. Il faut monter crescendo. Certes, il faut aller vite, mais il faut monter crescendo. Faut staffer en fonction du besoin. Donc, on va pas staffer sur du support si j'ai pas les clients qui sont déjà en face. Donc, c'est un peu souvent schizophrénique parce que souvent, si j'ai des clients sans support, je vais les perdre. En même temps, si je recrute le support avant le client, bah, je perds de l'argent. Donc, faut faire ça de manière assez intéressante. Sur la partie tech produit, il faut comprendre que multiplier le nombre de tech que je vais mettre en place ne fera pas forcément créer plus de valeur et de vélocité dans ma manière de développer ma tech, etc. Donc, c'est sur tous ces choix-là qu'il faut être très judicieux au fond, parce que si je les rate au début, effectivement, je perds de l'argent et je les paye dans 24 mois parce que finalement, je vais pas dérouler le plan que je souhaitais dérouler et je vais être contraint de déstaffer ces équipes-là. C'est ça. Donc, c'est très pertinent. C'est très pertinent, Samba. Mais du coup, la question que ça me soulève, c'est, tu sais, quand on passe d'une startup qui n'avait pas levé de fonds, qui fait tout à la main, à une organisation qui a levé de fonds, qui est en phase de scaling, qu'est-ce qui est le plus difficile à désapprendre, du coup? On a bien compris les erreurs et les solutions que tu proposes, mais Hmm. qu'est-ce qui est le plus difficile à désapprendre dans le mindset de quelqu'un qui est habitué à tout faire à la main, à bidouiller? Ouais, non, c'est un bon point. En fait, souvent, il y a deux extrêmes. La première partie, c'est l'entrepreneur qui va avoir peur d'investir. Globalement, avant, à chaque fois que je mettais 1 euro quelque part ou 1 franc CFA quelque part, bon, en fait, je regardais ce que ça allait donner, etc. Et là, on me demande potentiellement d'avoir un budget marketing de 5 000 € par mois et que je dois mettre, par exemple, sur du ad, en tout cas, sur de l'acquisition de clients. Et souvent, l'entrepreneur, il va être peut-être pas assez agressif et n'acceptera pas de faire des tests parce qu'il faut tester. Donc, quand on teste, on accepte que une certaine partie va échouer, donc on va perdre sur une certaine partie, mais on suppose qu'on va gagner sur l'autre. Et souvent, l'entrepreneur qui est à son premier tour de table va être moins à même de faire ces tests-là parce que globalement, il a un peu cette réticence à investir. Donc, on va voir ce cas d'entrepreneur-là. Et de l'autre côté, on va voir le parfait opposé qui maintenant se dit, ah, ok, c'est bon, on a l'argent, il faut qu'on investisse, il faut qu'on Le teste, on nouveau fait de riche. nouveaux bureaux, on recrute voilà, de nouveaux riches. Et tu vois, soit tu vas avoir ces deux extrêmes-là qui vont cohabiter entre celui qui est assez réticent à l'investissement parce qu'il n'a pas l'habitude de le faire, il ne l'a jamais fait dans le passé, donc il va être moins à même de le faire. Moi, j'étais dans ce cas-là, par exemple. Et aussi l'autre qui se dit, bah, écoute, maintenant, tout est ouvert. Les gars, on y va. Tout ce qui nous manquait, c'était de l'argent. On a l'argent. Maintenant, il faut commencer à recruter, à investir, prendre de nouveaux bureaux, etc. Donc, c'est un peu cet entre-deux-là qu'il faut trouver pour avoir une voie cohérente et continuer de croître tout en restant assez frugal dans l'approche. Tout à fait. Non, je comprends. Je comprends. Et justement, ça me soulève la question que tu as commencé à adresser dès le démarrage de cette session, le cadre. Quand tu as posé le cadre, tu disais, il y a différentes raisons qui peuvent justifier le fait que la phase de scaling peut être compliquée. Tu as parlé notamment du marché. Le marché que tu maîtrisais quand tu n'avais pas levé des fonds versus maintenant où il faut scaler sur différents marchés. Ce qui marchait dans ce marché-là peut ne pas marcher dans d'autres marchés. Est-ce qu'il y a d'autres raisons qui empêchent le succès d'un passage à l'échelle réussi, à part le marché? Est-ce qu'il y a tu as parlé un petit peu de l'équipe, l'organisation interne. Est-ce que tu as d'autres red flags à soulever comme ça pour les entrepreneurs qui nous écoutent? Ah ouais, c'est un bon point. Tu fais bien de parler de l'organisation interne. En fait, quand tu commences, bah, vous êtes 10, 15, 20. En fait, c'est une petite équipe où tous les collaborateurs sont ultra motivés et souvent ont une très fine connaissance du produit que vous commercialisez, ont une très fine connaissance des choses qu'il faut mettre en place, sont très frugales dans l'approche, etc. Donc, ce qui fait que tu vas avoir des niveaux de performance opérationnelle qui, des fois, sont outstanding. Tu t'en rends pas compte, mais en fait, ton niveau de performance opérationnelle est très forte par rapport aux typologies de collaborateurs que tu as. Donc, tu fais plus que ce que tu ne devrais savoir faire. Et souvent, tu peux prendre ça comme un acquis en disant, OK, ça c'est mes standards. Et c'est important même de garder ces standards-là, effectivement. Mais en fait, tu peux définir tout ton plan de déploiement sur ces standards-là en se disant, OK, mon collaborateur, il sait faire ci, il sait faire ça. Du coup, si j'en prends 15, etc., ils vont faire ça 15 fois plus vite. Souvent, ça marche pas comme ça. Parce que les collaborateurs qui vont nous rejoindre, souvent vont être des profils différents. Ils vont avoir potentiellement moins d'expérience sur le produit qu'on commercialise. Ils vont avoir moins de recul sur ce qu'on fait. Et tout ça, en fait, ça va créer quelques frictions, typiquement sur le plan qu'on avait fait initialement. Donc, la première partie, c'est vraiment de faire scaler ces opérations.
comment on fait pour mettre à l'échelle ces opérations. On n'aura pas forcément, c'est pas parce qu'on met 15 fois plus qu'on aura 15 fois plus d'efficacité, ça va pas marcher comme ça. Mais au moins, il faut espérer qu'en mettant 15 fois plus, j'en ai 10 ou 9 fois plus d'efficacité, par exemple. Donc, faire scaler l'organisation, c'est quelque chose de très important et nous sommes encore beaucoup d'entrepreneurs à rater à ce niveau-là, sur ce point-là. Sur les recrutements, rater ces recrutements, je dois recruter un country manager parce que je lance un nouveau pays. Ce country manager-là, bah, quand je le recrute, potentiellement, il me dira, ouais, je l'ai trouvé, il me faut 3 mois de préavis. Ok, j'ai mis 3 mois pour le recruter. Quand elle rejoint mon entreprise, j'ai besoin de 6 mois pour le tester. Donc, je suis déjà à 9 mois. Quand ce test ne marche pas, j'ai besoin de 3 mois pour recruter son remplaçant. J'ai déjà perdu 12 mois dans mon déploiement sur un nouveau pays qui potentiellement était stratégique chez moi. Donc, ce qui fait que l'aspect recrutement est super important. Souvent, on a envie d'être véloce dessus, d'aller très vite dessus. Mais le coût de rater un recrutement, c'est 1 an de déploiement dans une nouvelle région qu'on avait envie de lancer et qui était critique dans l'organisation. Donc ça, c'est des éléments opérationnels qu'il faut garder en tête, qui sont très importants. Et juste parce qu'on a envie d'être véloce, on peut pas jouer avec ça parce que c'est aussi des éléments qui sont très très critiques pour l'organisation. Et après, il y en a aussi beaucoup des raisons pour lesquelles on n'arrive pas à scaler. Potentiellement, je donne un exemple. Quand vous êtes 10, il n'y a pas de mid-management. Ce qui fait que même toi, en tant qu'entrepreneur, tu deviens opérationnel dans l'entité. Quand tu passes de 10 à 20, de 20 à 30, bah, tu commences à avoir des managers, donc des gens qui te reportent et des gens qui sont à 2 niveaux en dessous de toi. Donc, ce qui fait que de la manière avec laquelle l'information circule quand vous êtes 10, elle est très différente de la manière avec laquelle l'information circule quand vous êtes 30, qui sera très différente de 50, qui sera très différente de 100. Donc, à chaque fois qu'on rajoute des éléments, on est obligé de mettre du mid-management. Et à chaque fois qu'on met du mid-management, c'est comme si on mettait des filtres dans la circulation de l'information. Donc aussi, c'est là où il faut commencer à avoir de la communication interne. C'est des choses qu'on néglige quand on est entrepreneur, mais c'est très important que celui qui est en dessous de la personne qui est en dessous de toi, sache vraiment ce que vous avez envie de faire sur l'année et sache vraiment son rôle dans cet élément-là. Donc tout ça, c'est des points qui sont très importants, que souvent en tant qu'entrepreneur, on a tendance à négliger, mais souvent qui nous rattrapent, que ce soit sur le recrutement, le déploiement opérationnel ou même la circulation de l'information au sein de l'entreprise. Non, c'est hyper intéressant ce que tu donnes comme exemple concret, parce que et justement, si je rebondis un peu sur les 12 mois, qu'est-ce que toi tu recommandes dans ce cas-là? Est-ce que du coup, comme tu as déjà des opérations dans un pays donné et que tu veux scaler dans un nouveau pays, ben, tout le côté middle, tu le fais reposer dans la base, au niveau du siège, le temps de recruter le country pour éviter justement ces 12 mois de perdu? Comment tu déploierais? Ah ouais, non, c'est un bon point. Ça dépend du business. Moi, je vais prendre mon cas. Moi, j'ai fait des logiciels en SaaS, en cloud, sur du B2B. Je vais prendre ce cas-là. En fait, il y a deux éléments. C'est que moi, quand je commence à être habitué à lancer des pays, et du coup, j'ai un playbook. J'ai une manière avec laquelle je lance les pays. Quand je recrute quelqu'un, c'est quelqu'un qui doit dérouler ce playbook-là. En disant que quand je recrute le pays, je vais commencer par faire tel élément, recruter quelqu'un qui fait de la prospection. Cette personne qui fait de la prospection, elle va cibler tel type d'entreprise. Voici le discours qu'elle doit devoir leur donner. Quand j'atteins tel niveau de revenu, je peux recruter un commercial, puis quelqu'un qui vient en support, puis quelqu'un qui fait du marketing. Et l'objectif, c'est d'atteindre tel niveau de revenu, etc. Donc, c'est vraiment un playbook qu'il doit dérouler et qui lui permet de passer d'un pays à l'autre. Donc, ça, c'est un point qui est important. Il faut lui donner du support opérationnel. Tu peux pas prendre quelqu'un et le lancer dans un pays et lui dire, vas-y, déroule. Le support opérationnel, c'est déjà d'avoir une centrale qui lui permet d'avoir des supports sur des métiers clés. Par exemple, il a besoin de support sur du marketing, il a besoin de support sur du customer success, il a besoin de support sur plein d'éléments. Donc, faut être capable de lui donner ces fonctions support-là. Faut être capable de lui donner du budget. Je vais pas juste prendre et dire maintenant, voici tant ton salaire et génère mon temps de revenu. Faut être capable de lui donner du budget pour qu'il ait de l'autonomie par rapport à ça. Donc, ça, c'est des points qui sont importants dans sa manière opérationnelle. Mais avant tout, le point qui est critique, c'est la manière avec laquelle on le recrute. Donc, quand on recrute quelqu'un, le plus important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on attend de cette personne-là. Souvent, c'est des choses qu'on ne formule pas bien, mais il faut être capable de formuler de manière très claire et très simple ce qu'on attend de cette personne, de ce country manager-là. Et en fonction de ce qu'on attend de ce country manager, définir vraiment les qualités, les critères clés et les points forts sur lesquels on a envie d'avoir ce manager. Souvent, quand on recrute ce type de manager, on va recruter sur l'absence de points faibles. Donc, je vais voir la personne qui à peu près coche toutes les cases. Et c'est cette personne-là qui va le plus me rassurer. Parce qu'il n'y a pas forcément de points faibles qui sont liés à son profil. Il est plutôt correct, il a l'air plutôt smart, il est bilingue. Franchement, il coche quasiment toutes les cases, quoi. Mais en fait, c'est
l'erreur qu'il faut faire, c'est de chercher cette personne qui coche toutes les cases, mais plutôt de se leverager sur un point fort. De dire que moi, pour lancer mon pays, voici le point fort que je cherche. C'est ce point-là. Ce point fort-là, une fois que je l'ai, je peux faire du compromis sur le reste. Et il me faut une personne qui soit exceptionnelle sur ce point défini-là. Même si il est moyen sur le reste ou même médiocre sur le reste, moi, je veux qu'il soit exceptionnel sur ce point-là. Par exemple, quand je recrute un country manager, je vais me dire, moi, je veux un country manager qui est exceptionnel sur le volet vente. Je veux un country manager qui est exceptionnel sur le volet marketing. Je veux un country manager qui est exceptionnel sur sa manière de faire du produit, etc., etc. C'est vraiment cette partie-là où il faut rechercher l'excellence sur un point précis plutôt que l'absence de défauts sur plusieurs points. Moi, ça, en tout cas, c'est quelque chose qu'on a appris dans le temps et ça change la vie. Ben, je pense que c'est aussi une autre manière de voir le recrutement des country managers, ou en tout cas des personnes ressources quand on veut faire du scaling. Voilà. Mais tu vois, c'est un peu ça le principe de l'émission, des choses qu'on ne nous dit pas ailleurs, en fait. Des choses qu'on C'est n'entend exactement pas ça. ailleurs. Donc, merci Samba pour ces super tips. Peut-être pour creuser un peu, hein, avec le recul, toi qui as levé des 5 millions de dollars aujourd'hui, avec le recul, qu'est-ce que la levée de fonds change vraiment dans ton quotidien de fondateur? Et qu'est-ce qu'on ne t'a pas dit, ou qu'est-ce qu'on ne t'a jamais dit sur cette phase-là? Euh, Petit tips, c'est que l'argent, on n'est pas obligé de la dépenser. Ah, C'est pas parce qu'on a levé 5 millions qu'on doit donc, dépenser les tu 5 lèves millions. l'argent, tu ne peux pas dépenser. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Ouais, t'es pas obligé de les dépenser tout de suite. En fait, souvent, l'entrepreneur, ce qu'il fait, c'est que la première année, il va investir au maximum. Et la deuxième année, il va se rendre compte que sur ce qu'il a investi, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas fonctionné. Il commence à être short en cash. Il lui reste peut-être 6 mois d'argent. Et là, il va commencer à baisser ses investissements, à déstaffer ses équipes, etc., et à créer du stress dans l'institution. Et en fait, il faut investir au début de manière progressive. L'idée, c'est pas, souvent on met tout de suite, on regarde ce qui marche, on ajuste, etc., mais on se retrouve au bout de 12 mois en commençant à avoir des tensions de cash potentiellement qui vont suivre sur l'année qui arrive. Donc ça, c'est un point qui est hyper critique et qui est hyper important, c'est de pouvoir investir de manière graduelle au fur et à mesure. Donc ça, c'est le premier point qu'il faut faire quand on lève de l'argent. Le deuxième point qu'il faut faire aussi, c'est il y a des fonctions souvent qu'on néglige quand on est entrepreneur. Moi, en tant qu'entrepreneur, potentiellement, je vais beaucoup valoriser les fonctions qui produisent. Dans ce qui produit, c'est les fonctions commerciales, les fonctions tech, les fonctions produits, les fonctions marketing. Et en fait, je vais souvent oublier les fonctions support. Les fonctions support, c'est la finance, les RH, etc. Et ça, en fait, on se rend compte que c'est quelque chose qui est très important parce que quand on va faire scaler l'organisation, c'est des fonctions qui vont commencer à être critiques. La finance commence à être critique, les RH commencent à être critiques. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut se concentrer et sur lequel il faut donner de l'énergie aussi au début. Parce que finalement, souvent, l'entreprise, c'est une culture à définir, c'est des manières d'opérer, c'est une manière de déployer. Et ça, c'est des choses qu'on néglige quand on fait une levée de fonds et pour moi qui sont très critiques. Et l'autre point aussi, c'est toujours un point important, c'est que quand on lève des fonds, ça veut dire qu'il y a des gens qui nous ont fait confiance. C'est souvent nos investisseurs. Et il faut continuer à établir cette relation de confiance avec ces gens-là. Ça passe par un reporting qui est clair, simple et transparent. Quand ça marche, le dire, et surtout quand ça marche pas, le dire de manière simple et transparente. Il n'y a rien à cacher. Franchement, Samba, je bois tes paroles parce que c'est vraiment du concret qu'on n'entend pas. Donc, ma dernière question pour toi, hein, c'est la vision à long terme. Si tu devais donner un conseil clair à un entrepreneur africain qui s'apprête à lever ou vient de lever des fonds, sur quoi devrait-il se concentrer en priorité pour réussir son passage à l'échelle? Un conseil clair. En fait, il faut un alignement personnel, mais vraiment sincère entre entre ce qu'on veut faire nous de manière personnelle et ce qu'on veut faire de la boîte. Par exemple, je donne un exemple. Euh, Si moi, je me rêve pas de gérer une boîte qui fait des milliers de collaborateurs, qui fait des centaines de millions de chiffres d'affaires, ou au contraire, je me vois plutôt gérer une boîte qui est à taille humaine, rentable, dans lequel je m'éclate au travail, dans lequel je connais tous mes collègues, ce que je fais, c'est sympathique, etc. Je me fais du revenu, je me paye plutôt bien, j'ai une vie qui est sympathique. En fait, ça va être différent de la manière à laquelle je vais gérer la boîte. Si je me dis, OK, moi, mon objectif, c'est de créer une boîte qui vaut des milliards, la scaler dans plusieurs pays, ça va être agressif, ça va être dur sur le plan personnel, mais c'est des choix que je fais, etc. Ça va être très différent. Et les deux sont bien, parce que dans les deux cas, on crée de la valeur pour la boîte, pour sa société et pour soi-même. Et il faut avoir un alignement très profond par rapport à ça, parce que souvent, on va penser il y a une trajectoire qui est plus sexy, qui est plus intéressante que d'autres,
Et ça, c'est l'extérieur qui le dit. Mais le plus important, c'est d'avoir une conviction très profonde entre nous, ce qu'on a envie de faire et la boîte qu'on a envie de dessiner. Parce que mine de rien, quand on lance une boîte en tant qu'entrepreneur, l'idée, c'est de s'éclater. C'est ça. Et par exemple, il y a des gens qui vont s'éclater plus dans des entreprises à taille humaine plutôt que dans de grosses entreprises où finalement, je parle même plus aux clients, finalement, je m'occupe de gars qui s'occupent de gars qui s'occupent de gars, j'ai plus le contact terrain. En fait, il faut vraiment se poser cette question-là. Maintenant, une fois qu'on est aligné sur cette partie-là, l'idée, c'est d'aligner les gens qui sont autour de nous par rapport à ça, nos collaborateurs, premièrement, nos investisseurs, etc. Et c'est pour ça qu'on fait une levée de fonds. La première étape, c'est vraiment de créer un alignement global entre l'objectif personnel et l'objectif de levée de fonds. Et pour moi, cette phase-là, elle est critique. Super. Non, non, c'est hyper important. Tu vas même pas parler de finances, tu vas parler de l'alignement entre soi-même et ce qu'on veut faire pour la boîte. Donc, j'espère que les entrepreneurs qui nous écoutent, Exact. donc, je pense que c'est même le point de départ, avant même la levée. Avoir cet alignement-là, au tout début, aussi. Très clair. Mhm. Très clair. Écoute, Samba, là, on va passer à la fin de l'interview, le moment de vérité. Là, ce qu'on veut entendre, c'est ce que personne ne dit. Ce que tu me dis à moi, à toi, moi, à Mhm. tes amis, nous, les entrepreneurs, quand la porte est fermée, mais qu'on va jamais dire dehors, là. C'est ce qu'on veut savoir. Quand on regarde l'écosystème startup africain aujourd'hui, quand on regarde l'écosystème startup africain aujourd'hui, quelle est selon toi la vérité inconfortable sur la levée de fonds et le scaling peut-être que peu d'entrepreneurs sont prêts à entendre? Vérité implacable, c'est qu'il y a de l'argent dans l'écosystème, il manque des entreprises et des entrepreneurs. Ah ouais, il manque des entrepreneurs. Ça, Alors, on doit chercher c'est l'argent dehors. factuel. Et ouais, ouais, il manque, c'est réel, hein. Il y a de l'argent dans l'écosystème. Il y a vraiment de l'argent. Il manque des projets et des entrepreneurs. C'est vraiment ce qui manque. Et souvent, ces entrepreneurs, ils existent, mais ils ont pas ce qu'on appelle, ils ont pas le readiness, ils sont pas encore prêts. Et il faut les accompagner, il faut les guider, il faut les orienter. Mais de l'argent, il y en a dans l'écosystème. Il y en a en Afrique de l'Ouest, il y en a en Afrique francophone. Le point le plus important, c'est d'avoir des entreprises et des entrepreneurs. Donc ça, c'est le premier point critique. Et l'autre élément qui est critique, c'est qu'on est dans de petits marchés et il faut trouver dans ces petits marchés-là un marché principal qui peut avoir la vocation d'être grand. Trouver un marché principal qui peut avoir, qui peut grandir. Peut grandir. Je donne un exemple. Moi, par exemple, si demain je lance un logiciel pour la logistique, déjà, je suis en Afrique, des entreprises sont pas nombreuses. Et dans ces entreprises-là, je me spécifie sur les entreprises qui font de la logistique. Déjà, je me restreins sur une taille de marché qui est trop petite. Commence à être trop petite. Et du coup, bah, naturellement, sur cette taille de marché-là, si je dis à un investisseur que je vais faire une boîte qui va valoir 1 milliard sur l'Afrique, il aura du mal à me croire. Donc, quand je vais choisir le marché que je vais attaquer, en fait, en me disant que moi, je veux faire une entreprise voilà, qui est adaptée au monde du venture capital, sur lequel je veux faire, que je veux faire grossir. Mais en fait, c'est normal que initialement, la première étape soit d'être dans un marché qui soit large. Et si je suis pas dans un marché qui est large, bah, finalement, bon, j'aurais aucune chance de faire des levées de fonds parce que personne n'investit dans des petits marchés. C'est compris, c'est compris. Parfait. Merci, merci Samba pour ce moment de vérité. Moi, ce que Mhm. je retiens, c'est qu'il y a de l'argent, mais il manque des entrepreneurs. Et je suppose que c'est pour qu'on ait ces entrepreneurs, il faut les accompagner. Et Ouais. c'est un petit peu le rôle que tu viens de jouer sur la plateforme Entourage. Tu donnes de Mhm. ton temps, 1 heure par semaine pour accompagner, Bien sûr. répondre et conseiller ces entrepreneurs, Mhm. notamment qui sont en train de préparer une levée de fonds. Est-ce qu'il y a d'autres thématiques d'expertise que tu mets à disposition sur la plateforme, ce sur quoi tu veux que les gens te contactent? Ouais, de manière générale, sur cette partie-là, financement, levée de fonds, sur la partie B2B, déploiement de logiciels B2B, déploiement de logiciels basés sur de l'informatique, sur de l'IA, etc. C'est un peu mon expertise. Parfait. Parfait. Écoute, merci Samba Mm. pour cette lecture très lucide du terrain. Merci, Pour Corodette. conclure, j'aimerais m'adresser directement aux entrepreneurs qui nous écoutent. Beaucoup sont aujourd'hui en pleine réflexion pour lever des fonds. D'autres viennent de lever. Et certains sont déjà confrontés aux premières difficultés que Samba a énoncées sur le passage à l'échelle. Donc, si vous regardez cette émission et que ce que Samba a dit just make sense pour vous, et que vous êtes en train de lever des fonds, que vous cherchez à structurer votre passage à l'échelle, la bonne réponse, c'est sur Entourage, le profil de Samba, pour directement bloquer une session de 1 heure et lui poser vos questions et repartir avec des réponses. Samba, je te dis merci et à très bientôt. Merci beaucoup, Corodette. À très bientôt. Donc, sur Entourage, vous pouvez réserver une session personnalisée, tête à tête avec nos experts comme Samba, pour prendre du recul sur votre situation, poser vos questions concrètes et bénéficier de leur retour d'expérience. Parce que ce sont souvent des échanges directs, ancrés dans le réel, qui permettent d'éviter des erreurs coûteuses. Toutefois, si vous n'êtes pas encore prêt à échanger avec Samba, vous pouvez nous rejoindre sur Entourage Plus, notre espace premium dans lequel on vous propose des expériences sur mesure pour accélérer votre trajectoire en Afrique.
Sur Entourage Plus, vous avez accès à des dîners privés en petit comité avec les experts, plus de 100 heures de masterclass et études de cas basées sur les stratégies de nos experts, du mentorat de groupe avec nos experts et surtout une communauté privée orientée action. Donc voilà, n'hésitez pas à remplir le sondage en légende de cette vidéo si vous souhaitez réserver une session avec Simba ou nous rejoindre sur Entourage Plus. L'équipe Entourage vous contactera directement pour passer à l'action. Merci de nous avoir suivis pour cet épisode de Le Terrain Parle et à très bientôt pour un nouveau décryptage du terrain. Au revoir.